combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. Il est clair qu'il y a une forme d'épuisement dont on ne parle pas assez. Pas celui qui empêche d'aller au travail, mais celui qui t'empêche de te sentir vivant ou vivante, même quand tout a l'air de bien aller. Tu continues de faire ce qu'il faut, tu prends sur toi, tu avances, tu tiens bon, mais à l'intérieur, quelque chose se fatigue, se vide, s'éteint. Tu n'as plus de patience, tu dors mal, tu pleures sans raison apparente, tu ressens ce trop-plein et en même temps, ce grand vide. Et autour de toi, personne ne le voit vraiment parce que tu fonctionnes encore, parce que tu souris, parce que tu dis « ça va, je suis juste un peu fatigué ». Mais peut-être qu'en réalité, tu vis ce qu'on appelle un burn-out émotionnel. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est vraiment, pourquoi il est méconnu, souvent banalisé et pourtant profondément transformateur s'il est écouté. On parlera de ses causes invisibles, de ses racines anciennes et surtout de comment on en sort. Je t'emmènerai pas à pas sur ce chemin de reconstruction et je te proposerai à la fin un exercice thérapeutique guidé pour t'aider à te reconnecter à toi-même dès aujourd'hui. Ce n'est pas un épisode léger, c'est un espace pour t'entendre, pour te recentrer, pour te réparer. Alors, prends un instant pour respirer, pose-toi et laisse-toi traverser. Tu connais peut-être cette image, celle d'une grande jarre en terre cuite que l'on remplit chaque jour avec soin, une jarre dans laquelle tu verses ton attention, ton énergie, ton amour, ta patience, un peu pour tes enfants, un peu pour ton couple, pour ton travail, tes amis, tes parents, tes patients, pour faire tourner le quotidien, le rendre beau, le faire tenir. Sauf qu'un jour, tu remarques que cette jarre est fissurée et que l'eau s'écoule lentement, silencieusement. Et malgré tous tes efforts pour la remplir, elle continue à se vider, toujours, encore. Et toi, tu te lèves fatigué, tu t'agaces facilement, tu souris sans ressentir, tu fais sans en avoir envie, tu n'as plus de goût, plus de jus, plus de réservoir. Et tu ne comprends pas, alors bien sûr, tu te dis « je dors, je mange, je fais ce qu'il faut, mais pourquoi ça va pas mieux ?» C'est peut-être que ce que tu vis n'est pas juste une fatigue, c'est ta jarre qui est fissurée et que tu continues de remplir sans jamais réparer la brèche. C'est ça, le burn-out émotionnel. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas toujours brutal, c'est un épuisement intérieur, une lente déperdition de soi-même. Il ne s'agit pas ici d'un burn-out professionnel, même s'ils peuvent coexister. Le burn-out émotionnel, lui, est relationnel. Il touche ce que tu donnes, ce que tu portes, ce que tu ressens. Il ne naît pas dans un bureau, il naît dans la cuisine, dans un pique-nique qu'on prépare à 23h parce qu'on vient de se rappeler qu'il y a une sortie scolaire demain. Il naît dans les soupirs qu'on absorbe sans répondre ou dans les oui qu'on dit alors qu'on voudrait hurler non. Le burn-out émotionnel est souvent confondu avec du stress, avec une baisse de morale, avec un petit passage à vide, mais c'est pas la même chose. Le stress, c'est une tension temporaire, une réaction de ton corps et de ton mental à un événement extérieur que tu perçois comme une menace ou une pression.
Il monte vite, il te met en vigilance et s'il est bien régulé, il redescend. Le burn-out émotionnel, lui, ne redescend pas. Il s'installe lentement, de façon souterraine. Il n'est pas lié à un événement, mais à une accumulation continue, une usure, une érosion de l'intérieur. C'est ton système émotionnel tout entier qui dit « je n'ai plus les ressources ». La charge mentale, c'est plutôt ce flux incessant de choses à penser, à prévoir, à organiser. Une forme de surcharge cognitive. Ce sont des listes mentales, les responsabilités invisibles, les détails qu'on anticipe pour tout le monde, souvent même sans qu'on te les demande. Mais le burn-out émotionnel, c'est quand cette charge ne sature plus seulement ta tête, mais ton cœur. C'est quand tu t'éteins doucement parce qu'il n'y a plus de place pour toi dans tout ce que tu gères. Il est primordial également de ne pas confondre le burn-out émotionnel avec la déprime. La déprime, c'est une humeur triste, un moment de baisse, de découragement. Elle peut passer avec du repos, du lien, de la lumière dans ta vie, un accompagnement thérapeutique. Le burn-out émotionnel, ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une perte d'élan vital, une déconnexion progressive de toi-même. Tu ne sais plus ce que tu veux, tu n'as plus envie de rien, et tu avances, mais alors comme si tu étais en dehors de toi. Et si en plus tu es hypersensible, tu ressens plus fort, plus vite et plus longtemps. Tu absorbes les émotions des autres, tu entres en empathie profonde, tu captes les tensions, les non-dits, les besoins implicites et tu les intègres en toi, sans filtre, sans pause. Je tiens vraiment à te rassurer. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, ce n'est pas de ta faute. Tu ne t'écroules pas parce que tu es faible, tu t'épuises parce que tu as trop porté, trop ressenti, trop donné, trop contenu. Et tu ne peux pas te réparer avec une sieste ou un week-end off. Tu as besoin de te réentendre, de te réaccorder à toi-même, de reconstruire une vraie écologie intérieure. En fait, tu as besoin de réparer ta jarre. Parce que tu ne peux pas continuer à croire que tu peux arroser tout le monde sans jamais te remplir toi-même. À présent, je vais te proposer de revenir un peu en arrière, là où ça commence, parce que derrière cette jarre fissurée, il y a souvent une histoire, un héritage, des croyances, des rôles qu'on a endossés trop tôt. Et c'est en revenant à ces racines-là qu'on peut commencer à se réparer vraiment. Le burn-out émotionnel n'arrive jamais par hasard. Il ne surgit pas comme une tempête venue de nulle part. Il est souvent le dernier signal d'alarme d'un système intérieur qui s'épuise depuis des années et bien souvent depuis l'enfance. Parce que ce n'est pas seulement le quotidien d'aujourd'hui qui t'épuise. Ce sont des rôles anciens, des fonctions apprises trop tôt, des schémas de loyauté familiale que l'on continue de rejouer inconsciemment dans nos vies d'adultes. Je pense à Laurence, par exemple, mère de 2 enfants, brillante, engagée, efficace et épuisée. Elle est venue me voir pour des insomnies, une grande irritabilité et ce qu'elle appelait un trop-plein de tout. Et très vite, derrière les symptômes, s'est révélé un scénario profondément ancré chez elle, celui de la fille parfaite, celle qui pense à tout, qui ne demande rien, qui anticipe, qui s'adapte, qui donne, celle qui, depuis toute petite, s'est construite autour de cette équation « si je suis forte, compétente, disponible, alors je mérite d'exister et d'être aimée ». Peut-être que tu t'es déjà dit ce genre de phrase « si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place » ou encore « j'ai appris à être forte, je ne sais même pas comment être autrement ». Mais cette force qu'avait Laurence, cette armure ne la protégeait plus, elle l'isolait, elle l'empêchait de demander, de déléguer, ne serait-ce que de faiblir. Et son corps, il a fini par dire stop, parce que son esprit refusait encore de lâcher. Et alors que son esprit refusait encore et encore de lâcher, c'est son corps qui a fini par dire stop. Et c'est une fois à terre que Laurence a pu enfin commencer à se reconstruire en acceptant que ce rôle n'était plus une protection, mais un poids hérité, devenu complètement obsolète. Je peux te parler aussi de Thomas, infirmier, hypersensible, discret, profondément engagé. Lui aussi est venu me voir après avoir craqué en pleine réunion d'équipe. Il ne comprenait pas, il avait tellement l'habitude de gérer,
Mais justement, il gère depuis toujours. Il a été celui qui apaise, qui rassure, qui écoute, qui prend soin. Dès l'enfance, dans une famille où il ne fallait pas faire de vagues, il avait appris à être utile, à se faire petit, à sentir les besoins de l'autre avant même qu'ils ne soient formulés. En séance, on a mis en lumière une loyauté silencieuse. Thomas pensait qu'être là pour les autres signifiait exister, qu'être fort voulait dire mériter l'amour, qu'être fatigué était être faible. Thomas ne savait pas demander, il n'avait jamais appris à se poser des limites à lui-même, ni à prendre du recul, et son corps, lui aussi, l'a rattrapé. Il a mis du temps à comprendre que prendre soin de soi, ce n'est pas trahir les autres, c'est pouvoir en fait être là pour eux différemment, avec plus de justesse, de discernement et surtout sans se perdre soi. Ces deux histoires et tant d'autres nous montrent que derrière le burn-out émotionnel, il y a des mécanismes profondément psychiques à l'œuvre. Ce ne sont pas seulement des contraintes extérieures, ce sont des identités forgées dans l'urgence de survivre émotionnellement et qui ne sont plus adaptées à la vie adulte. Le psychiatre Christophe André a écrit « Il ne suffit pas de savoir qu'on a mal pour aller mieux, il faut aussi comprendre pourquoi et accepter que ce mal a un sens. » Et la psychothérapeute Alice Miller, dans Le drame de l'enfant doué, nous rappelle que le corps est le gardien de notre vérité. Il garde en mémoire les blessures que la psyché n'a pas su nommer ni traverser. Je voudrais que tu entendes aujourd'hui que le burn-out émotionnel, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une maladie, c'est un appel du corps, un cri archaïque, une manière de dire « je ne peux plus continuer à vivre comme ça ». Derrière l'effondrement, on trouve plusieurs choses. Des rôles anciens à déconstruire, des croyances à interroger, des attentes intériorisées, des loyautés familiales qu'on peut transformer sans trahir, mais en se réappropriant sa vie. Et pour s'en libérer, il faut les reconnaître d'abord, puis les traverser, puis doucement apprendre à dire non sans se justifier, à poser des limites sans se sentir coupable, à exister sans devoir se sacrifier. Et c'est tout cela, la reconstruction après un burn-out émotionnel, et c'est un chemin possible. J'insiste sur le fait qu'on ne sort pas d'un burn-out émotionnel comme on se remet d'un simple coup de fatigue. C'est pas 3 jours de pause qui réparent des années de suradaptation. Parce que ce qui est touché, ce n'est pas que le corps, c'est le cœur, l'élan vital, l'image de soi, c'est l'estime, la relation à ses propres besoins. C'est la perception même de sa légitimité à exister autrement que dans le faire. Quand on a intégré ça, le premier pas, c'est toujours le même, c'est reconnaître. Reconnaître que ce que tu vis n'est pas normal ni tenable, que la souffrance n'est pas une preuve de mérite, c'est arrêter de se dire que ça va passer, c'est oser voir que tu vas mal sans chercher d'excuses pour t'invalider. Ensuite vient le ralentissement, non pas l'abandon, mais le retrait conscient. C'est se retirer du bruit, du « il faut », du « je dois » pour revenir à une seule chose, « je suis ». C'est ne plus performer sa présence, c'est l'habiter. Et puis vient la phase la plus délicate, se reconstruire autrement. C'est là que commence le travail thérapeutique en profondeur. Pas un relooking de surface, pas une hygiène de vie à améliorer, mais un vrai changement de posture intérieure. Parce que tu sais, tu peux bien méditer, bien manger, faire du yoga, mais si tu continues à croire que ta valeur dépend de ton utilité, tu vas retomber encore et encore. L'un des tout premiers fondements de la reconstruction, c'est la capacité à poser des limites, non pas dans la peur, ni dans la révolte, mais dans une forme nouvelle de lucidité, cette clarté intime qui permet de dire « là, c'est trop pour moi, là, ce n'est plus juste ». Pour beaucoup de personnes, et peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire non reste extrêmement difficile parce que ce non a été interprété depuis longtemps comme un rejet, une menace, un risque de perdre l'amour de l'autre ou un signe d'égoïsme. Alors, on a appris à faire plaisir, à arrondir les angles,
à se suradapter pour éviter les conflits, pour être aimé et pour être tranquille. Et pourtant, poser ses limites, c'est un acte de respect pour soi d'abord, et par extension, de respect pour la relation à l'autre. Recontacter ses limites, cela signifie cesser de justifier chacun de ses besoins. Cela signifie apprendre à identifier les endroits où tu te trahis sans même t'en rendre compte. Cela signifie enfin sortir de cette confusion entre être gentil et être disponible à tout prix. Une limite saine ne rejette pas l'autre. Elle dit simplement « j'existe aussi ici et je choisis de me préserver ». Dans mon cabinet, je vois des personnes épuisées qui ne savent plus ce qu'est une limite tant elles se sont effacées au fil du temps. Leur système nerveux réagit avant même qu'elles aient pu verbaliser leur inconfort. Le corps dit non, alors que la bouche continue à dire oui. Recontacter ses limites, c'est donc d'abord les ressentir. Accepter que la frontière entre toi et l'extérieur existe, c'est reconnaître que tu as le droit de ne pas être d'accord, le droit de refuser, le droit de t'éloigner. Ce n'est pas de l'égoïsme ni de l'égocentrisme, c'est une condition de survie émotionnelle et c'est la toute première pierre pour reconstruire un rapport juste à toi-même. Après avoir redéfini tes limites, l'une des étapes fondamentales de la reconstruction consiste à te réconcilier avec ton propre rythme. Parce qu'il faut bien le dire, notre société glorifie la vitesse, l'ultra-efficacité, la productivité constante. Et dans cet environnement, ralentir peut être très vite vécu comme une faute, une défaillance, une honte silencieuse. Pourtant, le burn-out émotionnel est justement le signal que ton rythme intérieur a été piétiné trop longtemps, qu'il a été nié, comprimé, écrasé au nom des attentes extérieures. Revenir à ton propre rythme, c'est faire le choix d'arrêter de te comparer, de ne plus caler ton tempo sur celui des autres, de ne plus juger ta valeur à ta capacité à enchaîner les tâches sans pause, sans fatigue, sans plainte. C'est comprendre que ton corps, ton cœur et ta psyché ont leur propre temporalité et que cette temporalité mérite d'être respectée. Alors peut-être que ton rythme est plus lent que celui de ton entourage, peut-être aussi qu'il est irrégulier, intense par moments, puis en repli. Sache que c'est parfaitement légitime. Le véritable enjeu ici, ce n'est surtout pas d'aller t'aligner sur les autres, c'est de retrouver ton axe, de réapprendre à t'écouter, à faire des pauses sans culpabilité, à t'accorder le droit de ne pas être disponible dans la performance ou motivé en permanence. Et revenir à ton rythme, c'est aussi faire la paix avec les saisons intérieures, accepter qu'il y ait des temps d'expansion ou des temps de silence, des moments où tu avances et d'autres où tu hibernes, où tu te replies sur toi pour mieux renaître. En thérapie, je rencontre des personnes qui vivent ce ralentissement comme un échec, alors qu'en réalité, c'est une vraie victoire. C'est le signe qu'ils sont enfin à l'écoute d'eux, qu'ils ont repris la main sur leur vie, qu'ils cessent d'être en pilotage automatique et qu'ils commencent à s'habiter vraiment. L'un des plus grands pièges dans lesquels on tombe quand on s'épuise, c'est d'avoir tellement donné aux autres qu'on ne sait plus ce qui nous nourrit nous. Ça te parle, cette phrase ? On confond souvent ce qu'on fait pour tenir avec ce dont on aurait besoin pour vivre. On croit qu'on a besoin de calme alors qu'on a besoin d'être entendu. On pense qu'un week-end au vert suffira alors que ce qu'on cherche, c'est du lien à l'autre ou du respect ou simplement exister pour une fois sans devoir se justifier. Identifier ses besoins réels, ce n'est pas une question intellectuelle, ce n'est pas une liste de souhaits, c'est un chemin intérieur. Un retour au ressenti brut, à ce qui appelle, à ce qui brûle, à ce qui manque, même si on n'ose pas le formuler. Et parfois, ces besoins sont enfouis sous des couches de contrôle, de stratégie, de peur de déranger. Je te donne un exemple. Si depuis toujours tu as appris à ne rien demander pour ne pas déranger, tu finiras par ne plus savoir ce dont tu as besoin et tu t'étonneras de t'écrouler un jour sans vraiment comprendre pourquoi. Alors, ose écouter cette petite voix intérieure qui murmure parfois depuis longtemps « J'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de douceur.
J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de ne pas tout porter. Et c'est aussi accepter que ces besoins soient parfois inconfortables, parce qu'ils bousculent les rôles, parce qu'ils impliquent de sortir d'une posture de sauveur, de parent parfait, de partenaire dans le sacrifice. En thérapie, ce travail est souvent très libérateur parce qu'il donne enfin le droit d'exister autrement, non plus à travers ce que l'on donne, mais à travers ce que l'on honore en soi. Et puis je voudrais insister sur quelque chose de vraiment très important. Identifier ses besoins et poser ses limites, ce n'est pas devenir égoïste, c'est sortir du mode survie pour entrer dans un rapport à soi plus ajusté, plus respectueux, plus humain. Et puis, il y a cette dernière fondation dont je voudrais te parler, celle sur laquelle tout le reste repose, même si on l'ignore parfois, c'est l'estime de soi. Reconstruire l'estime de soi après un burn-out émotionnel est loin d'être un luxe. Ce n'est pas non plus un bonus, c'est une nécessité. Parce que si tu t'es effondré, c'est parce que tu as établi ta construction autour d'une idée fausse, mais tellement ancrée. Ma valeur dépend de ce que je fais, de ce que je donne, de ce que j'arrive à tenir sans jamais craquer. Et ce mythe-là, il est épuisant. Il t'oblige à performer ton existence en permanence, à mériter ton droit d'exister et à prouver que tu es assez chaque jour. Je te le dis sans détour, l'un des plus grands gestes de soin que tu puisses t'offrir, c'est de reconstruire une estime de toi qui ne soit plus conditionnelle, une estime qui t'autorise à exister même quand tu es dans des moments de vulnérabilité, même quand tu ne vas pas bien, même quand tu n'as rien à montrer. En thérapie, ce travail prend du temps parce qu'il touche à l'enfance, parce qu'il fait remonter toutes les fois où tu t'es sentie invisible, inadéquate, dévalorisée. Mais peu à peu, il devient possible d'entendre une autre voix, une voix qui dit « Je n'ai pas besoin de me prouver, je n'ai pas besoin d'être parfait ou parfaite, j'existe et c'est suffisant. » L'estime de soi, ce n'est pas s'aimer à tout prix, c'est cesser de se rejeter soi-même, de ne plus se punir d'être ce que l'on est. C'est faire la paix avec son humanité dans toute sa complexité. Et quand cette estime commence à se reconstruire, alors les autres piliers prennent leur place naturellement. Tu poses des limites plus facilement, tu respectes ton rythme, tu écoutes tes vrais besoins. Parce que tu ne vis plus contre toi, tu vis depuis toi. Et ça change tout. Ce que je vais te proposer maintenant, ce n'est pas un exercice de développement personnel, ce n'est pas une astuce pour aller mieux, c'est un geste de reconnexion simple mais fondamental, un petit espace pour te retrouver, un moment pour poser ton attention sur ce que tu ressens vraiment. Pour faire cet exercice, il est important que tu sois dans un endroit où tu peux t'offrir quelques minutes pour toi. Alors si ce n'est pas possible tout de suite, tu peux le refaire plus tard. Installe-toi confortablement. Commence par fermer les yeux et ramener ton intention vers l'intérieur. Tu n'as rien à réussir, rien à comprendre, juste à te déposer ici, tel que tu es. Commence par te demander « Qu'est-ce que je ressens maintenant, là, tout de suite ?» Sans chercher de grandes réponses, juste ce qui est là. Est-ce de la fatigue, de la tension, du vide, de la tristesse ou peut-être un soulagement, une présence, un apaisement léger? Peu importe, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste ta vérité du moment et elle mérite d'être regardée. Maintenant, essaie de mettre un mot sur ce que tu ressens. Pas un jugement, pas une analyse, juste un mot, celui qui vient. Si c'est flou, dis-le aussi, c'est confus. Si c'est trop fort, dis-le, c'est trop.
L'important ici, c'est de te redonner le droit de sentir et de poser un mot sur ce qui t'habite. Une fois que tu as nommé ce que tu ressens, je t'invite à ne pas chercher à le transformer. Pas besoin de le chasser, pas besoin de le comprendre, pas besoin de le réparer. Accueille-le, comme on accueille un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, avec douceur, avec respect, sans condition. Ce ressenti que tu portes là, c'est une part de toi. Il n'a pas besoin d'être beau, il a juste besoin d'être entendu. Et maintenant, pose-toi cette dernière question. Quel est le plus petit geste que je peux poser pour prendre soin de moi, là, aujourd'hui ? Ce n'est pas un grand projet. Ce n'est pas une promesse. C'est un petit geste concret, doux, possible. Peut-être que ce sera de t'accorder 10 minutes pour t'allonger, envoyer un message pour dire non, boire un verre d'eau en silence ou juste ne rien faire. Ce petit geste, ce n'est pas rien, c'est un acte de réparation, c'est le début d'un autre rapport à toi. Tu peux refaire cet exercice autant de fois que tu en ressens le besoin. Il n'a rien d'extraordinaire, mais si tu le pratiques régulièrement, il peut vraiment tout changer, parce qu'il te reconnecte à ce que tu es, pas à ce que tu dois être. Prends encore un instant pour ressentir ce qui est là, maintenant. Peut-être un mot, une émotion, un écho quelque part en toi. Ce moment est à toi et ce que tu viens de vivre est précieux. Je te remercie d'avoir pris ce temps, de t'être arrêté, d'avoir écouté peut-être ce que tu n'osais plus entendre en toi, et je te remercie d'avoir pris ce temps avec moi. Ce simple geste, t'écouter, c'est déjà un pas vers le mieux-être, c'est un début, un point d'appui, une orientation. Et si tu devais ne retenir qu'une chose de cet épisode, ce serait peut-être ceci. Tu as le droit de poser tes limites, de revenir à ton propre rythme, d'identifier tes besoins réels et de reconstruire ton estime. Ces 4 pas, ce sont les fondations d'un nouveau rapport à toi, plus juste, plus vivant, plus libre. Si cet épisode t'a touché et si tu penses qu'il pourrait faire du bien à quelqu'un que tu aimes, n'hésite pas à le partager parce que tu sais parfois, un seul mot peut changer une trajectoire. Tu trouveras dans la description de l'épisode toutes les ressources pour aller plus loin, notamment mon guide « Je deviens émotionnellement autonome », un outil concret pour cheminer pas à pas à ton rythme, et également un workbook à télécharger gratuitement sur mon site internet, 5 clés pour sortir des relations toxiques. Et si tu veux soutenir ce podcast, tu peux lui laisser une note 5 étoiles, un petit geste simple pour toi, mais qui a beaucoup de sens pour moi, parce que plus ce message circule, plus il peut apaiser, éclairer et transformer. Enfin, pour découvrir mes accompagnements ou me contacter, tu peux passer par mon site sophievacanthérapeute.com. Et puis n'oublions pas ceci les amis, transformer sa vie ce n'est pas un acte isolé, c'est former une communauté lucide et sensible, une génération nouvelle plus consciente, plus vivante, plus à l'aise avec ses émotions et dans ses relations. Alors, si tu sens que ce chemin t'appelle, je t'invite à marcher à mes côtés en t'abonnant à ce podcast. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle journée. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. Nouveau sujet, nouvelles clés, nouveau pas vers toi. D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.